Alors, il y a 100 ans, naissait à Paris René Plus le 3 mai 1913. La même année disparaissait Mathieu Jaboulet, dont Jacques Beaulieu vient de vous retracer la carrière. Retracer celle de René Plus, c'est un peu écrire l'histoire de l'urologie moderne après la Seconde Guerre mondiale, tant il a été un précurseur. Sa riche carrière professionnelle, ses multiples travaux chirurgicaux, ses qualités de chef d'école et ses qualités artistiques rythmeront cette présentation. René Plus est né dans une famille d'origine alsacienne avec un passé médical brillant. Émile Plus, son grand-oncle, dernier maire français de Strasbourg, était professeur de physiologie, promoteur de la théorie cellulaire de l'inflammation et découvreur avec Ludwig de la résorption des tubules rénaux. Georges Albert Plus, un autre grand-oncle, avait été connu pour ses travaux sur le chancre tuberculeux et le pneumothorax artificiel. Son père, Georges Plus, chirurgien des hôpitaux, a été chef de service de chirurgie générale à la Pitié dans les années 30, membre de notre académie en 1949, et il emmenait son fils dès la préadolescence au bloc opératoire et l'orienta vers la chirurgie. René Plus est nommé externe des hôpitaux en 1933. Le voici en stage chez Robert Proust, à Broca, devant un tableau du peintre Clérin, La santé rendue aux malades, représentant Sarah Bernard, qui était l'ancienne maîtresse de Pozzi, le créateur du service, et la future maîtresse de Clérin, le peintre. C'est pendant l'externat de René Plus qu'il fut impressionné par les cours de Bernard Fay qu'il rencontra à la faculté et qui fut sur son futur patron. Nommé à l'internat en 1937, il part faire son service militaire dans la marine à Brest. Puis, la guerre survenant, il est envoyé à Toulon et demande à être embarqué sur le contre-torpilleur le Mogador. Après l'armistice de juin 1940, il est sur le Mogador à Merced Kébir au moment du bombardement de la flotte française par la perfide Albion. Sa conduite héroïque, sauvant et désincarcérant ses compagnons des amas de ferraille, lui vaudront la croix de guerre avec palme et les propositions pour la Légion d'honneur. Démobilisé, il rentre à Paris, occupé par les Allemands, et effectue son internat chez Bernard Fay, puis le veuf Quenu, Gosset et Mondor, sous la présidence duquel il soutint sa thèse où il défend déjà une chirurgie conservatrice pour préserver sa fonction. Vous avez Henri Mondor ici et ici René Plus et sa thèse sur la place de la néphrectomie dans la tuberculose. Il effectue sa médaille d'or chez Gueulard-Danel qu'il a initié, comme il disait, à la grande chirurgie. En juin 1944, il participe à la libération de Paris, à la fois comme combattant dans l'évacuation d'écoles militaires et comme chirurgien à Cochin pour soigner les blessés du Luxembourg. Puis s'engage comme capitaine, chef d'équipe chirurgicale dans l'armée du général Patton, ce qui lui permet de rentrer dans Metz libérée, la ville d'origine de sa mère et des Noëls de son enfance. La guerre terminée, René Plus retourne à Cochin chez Bernard Fay, successeur de Chevassus, qui avait transféré en 1919 la chaire de la clinique urologique venant de Necker et créé dans le pavillon Albaran un véritable institut d'urologie avec des unités d'endoscopie, de radiologie, de bactériologie, d'anatomopathologie, ce qui permettra à René Plus d'associer la recherche à la clinique opératoire et de développer sa chirurgie moderne de la voie excrétrice. Il gravit les différentes étapes hospitalières et universitaires et accepte même en 1953 la charge de l'unité d'urologie à l'hôpital Foch, nouvellement créé, où il développera la chirurgie vasculaire en urologie. À Cochin, il va se consacrer à deux thèmes de recherche principaux, la réparation et la reconstruction de la voie excrétrice et la transplantation rénale. Il écrivait « L'urologie apparaissait à un tournant de son histoire. Grâce à la diffusion et à une connaissance sans cesse accrue des mérites de l'urographie, on pourrait désormais suivre, à la lumière du négatoscope, les résultats des thérapeutiques instituées
mieux pénétrer une physiopathologie du rein et surtout de sa voie excrétrice encore imprécise, espérer restreindre les indications d'une chirurgie trop souvent d'exérèse en faveur d'une chirurgie conservatrice. Et il le prouvait dans les années 50 en réalisant avec succès les premiers sutures de l'urtère associées à des cathétérismes endoscopiques du rein, sous-jacent le temps d'une reprise des contractions urétérales. Un pas était franchi qui allait lui permettre de mettre au point les nouvelles opérations de reconstruction de remplacement depuis la jonction pyélo-urétérale jusqu'à l'accouchement vésical, et vous en avez ici la liste et une de ses premières publications à ce sujet. La transplantation rénale sera le deuxième sujet qui le passionnera. Il présentera en 1951 dans l'Académie nationale de chirurgie une série de 5 cas d'homogreffe rénale chez l'homme. La première série fut l'échec de la première tentative faite à Boston en 1945. Greffe faite à partir de reins prélevés soit sur les condamnés à mort à la santé, soit sur les donneurs vivants pour raisons thérapeutiques, à l'époque une plaie d'urtère aboutissait à la perte du rein. Ces greffes, comme les deux cas faits par Dubost et Servelle, puis celui fait par Michon et Lamburger sur Marius Renard, seront malheureusement suivis d'échecs, mais Rhenecus va ainsi, en positionnant le rein dans la fosse iliaque du receveur et en utilisant l'artère hypogastrique, créer une technique chirurgicale qui sera adoptée dans le monde entier. Par ailleurs, il écrit dans les entretiens de Bichat qu'il faut surseoir aux transplantations et conclut que seuls les jumeaux univétellins sont susceptibles d'être greffés avec succès, ce qui sera le cas pour la première fois en 1954 par Merrill et Murray à Boston. Ce n'est qu'en 1959 que la même équipe à Boston, supprimant la réaction immunologique par irradiation totale du receveur, obtint le premier succès d'une greffe entre jumeaux hétérozygotes, bientôt imité par le succès comparable de Hamburger, Vess et Auvert à Necker. Rhenecus a coûté Cochin pour Saint-Louis au départ à la retraite de Bernard Fay en 1960 et retrouve à Foch Marcel Lebrun, qui était allé avec lui à Cochin, avec lequel il constitue une équipe uronéphrologique travaillant sur la greffe en dehors de la gémellarité. Aidé par Maurice Camet et Christian Châtelain, il réalise en 1960 et 1961 avec succès 3 greffes sous irradiation en dehors de la gémellarité, pour 2 d'entre elles avec une immunosuppression par la 6-mercaptopurine, ouvrant la voie à la transplantation pour tous. Enfin, en 1964, avec Jacques Poisson, il met au point les prélèvements sur les comas dépassés à cœur battant, et vous avez ici Rhenecus avec Maurice Camet et Jacques Poisson, et là sur ce qu'on appelle le bateau à l'hôpital Foch, une des premières greffées en dehors de la gémellarité et qui a été un succès. Parallèlement à son activité, à Foch, Rhenecus va transformer à Saint-Louis le service des voies urinaires et des maladies vénériennes qui a quitté Aboukière pour succéder à Fay et à Cochin. Confiant à André Ciboulet les maladies vénériennes et à François Mathieu les activités endoscopiques, il constitue une équipe avec Louis Quenu et surtout Jean-Marie Grousset, que vous avez ici, et ensuite son premier chef de clinique, Christian Châtelain, qui travaillera avec lui sur les études de conservation du rein et la transplantation rénale, humaine ou animale, dans un laboratoire de chirurgie expérimentale installé dans les sous-sols de Saint-Louis. Au début des années 70, il va former une nouvelle génération d'élèves, avec notamment Alain Jardin, Michel Guillou, Philippe Thibault, qui n'est pas sur cette diapositive, élèves qui vont le suivre à la Pitié. En effet, en 1972, Rhenecus est nommé professeur de clinique urologique. Il choisit le plein temps hospitalier en prenant la chefferie de service d'un nouveau service d'urologie de plus de 80 lits, créé dans le pavillon de Gaston-Cordier, et il obtient que Marcel Lebrun, qui était à Foch à l'époque, soit transféré à la Pitié pour recréer et reconstituer l'équipe pionnière en transplantation rénale. Les journées chirurgicales de la Pitié, ainsi que les séminaires d'uronéphrologie de la Pitié, qu'il va créer avec Marcel Lebrun, Christian Châtelain et Claude Jacob, auront un grand succès et permettront chaque année des rencontres fructueuses avec les amis du patron, notamment l'Espagnol Gilles Vernet et Willy Grégoire, ainsi que Marcel Lebrun, François Mathieu et les premiers élèves de Rhenecus,
Maurice Camet, Jean-Marie Brisset, Christian Chapelain. À cette génération et la deuxième génération de Saint-Louis va s'ajouter la première génération de la Pitié que vous avez ici en médaillon avec Guy Valencien, Richard Fourcade, Alain Hertig et votre serviteur. René Cusse avait en effet un don pour agréger les talents, pour constituer une équipe et créer une communauté avec tous ceux qui étaient passés comme internes ou chefs de clinique dans son service, même si parfois ils oubliaient leur nom, à tel point que lors d'une séance officielle d'un congrès d'urologie, la moitié de la salle se leva lorsqu'un orateur demande qui est élève de M. Cusse. Et plutôt que de détailler ces nombreux travaux qu'il a continué d'initier à la Pitié, je voudrais en quelques traits approcher l'homme caché derrière le patron. Christian Chapelain, lors de son éloge en 2008 à l'Académie de médecine, a parfaitement résumé le sentiment qui existait dans le service. Dans un service où le patron était foncièrement autoritaire, flottait un parfum de liberté. Toute initiative chirurgicale était considérée avec bienveillance pourvu qu'elle soit dûment justifiée et réfléchie. Quant à ses proches collaborateurs, leurs sentiments évoluaient au cours du temps. Le respect, la déférence, la considération faisaient place à l'admiration, puis à un amical dévouement et pour beaucoup à une réelle affection qu'on a retrouvée à 12 de professeurs et élèves directs de René Cusse lors de ses 90 ans à la Pitié en 2003. L'homme Cusse, c'est aussi Julien Green, qu'il décrit dans son journal, puisque près de 15 reprises, il est parlé de René Cusse, et vous avez ici le portrait fidèle de René Cusse. Il entre, voilà quelqu'un. Il se détache du groupe, sa grande taille, sa voix forte et précise. Pour peu, il serait intimidant, mais la bonté du sourire arrange tout. L'ironie, parfois cinglante, de René Cusse et ses joutes oratoires, avec un autre urologue très important, Roger Kouvler, sont dans toutes les mémoires, comme cette réplique lors d'un congrès en Allemagne, où Roger Kouvler devait parler de la vessie et René Cusse de l'urtère. Le président du congrès appelle René Cusse à la tribune le premier. René Kouvler, son aidé de 10 ans, se retourne vers lui en disant « Pourquoi Cusse? Vous d'abord » Et René Cusse dit « Mais mon cher maître, parce que l'urtère est au-dessus de la vessie. » Il fut au plus haut poste des sociétés savantes, que je ne détaillerai pas, mais là encore, il sut faire bouger les lignes en soutenant même des très jeunes impatients. Ainsi, il accepta dans les années 80 la transformation rapide et radicale de l'Association française d'urologie, alors qu'il en était le président, faisant preuve d'une grande lucidité. Puis vint le temps de la retraite, toujours active et variée, comme vous pouvez le voir sur les sujets traités sur cette diapositive, et également celui des honneurs qui sont également inscrits là. Il a également fait un livre sur l'histoire de l'urologie, mais aussi celui un petit peu nostalgique du déjeuner des sages, qui réunit chaque année tous les anciens présidents des congrès de l'Association française d'urologie, et certains qui sont présents ici se reconnaissent. Et il s'agit malheureusement de la dernière photo officielle de René Cusse, un an après son décès. Je ne peux terminer cette invocation de René Cusse sans parler de ses autres passions. Sportives, comme ici au rallye de Monte-Carlo, qu'il termina, je ne dis pas dans quel état. Festive, à l'occasion du centenaire de la création de l'urologie, qui a été fêté en 1996 à Domino, où il était déguisé en Félix Villon, entouré de ses deux successeurs, Christian Chapelain et moi-même, ou lors des fréquents dîners des services, dont vous voyez certains avatars ici ou ici, ou lors d'un dîner de patron à la Pitié, on le reconnaît avec le doyen Castel, ou encore appréciant les sketchs faits pour la fête de son départ à la retraite à l'hôtel Mirabeau. Mais René Cusse, le domaine dans lequel il s'est le plus investi, en dehors de l'urologie, reste les beaux-arts, et particulièrement la peinture. Initié par son père, assidu aux grandes ventes, expositions et collectionneur lui-même, cette passion se renforça lorsqu'il découvrit Honfleur et les peintres de l'estuaire qui étaient tous devenus ses amis. Secrétaire puis président pendant 20 ans de la Société des artistes honfleurais, il organisa plusieurs rétrospectives sur ces peintres de l'estuaire,
ainsi que sur Boudin en 1992, exposition qui a eu un énorme succès dans les greniers à sel, et sur les ponts de la Seine de Paris en fleurs, avec la participation de Buffet et Carzou et une préface de Julien Green, excusez du peu. Et tandis que sur son bureau à la Pitié était orné d'une œuvre de Léonore Fini qu'il avait opérée, il avait constitué chez lui, où ses élèves allaient volontiers en plus, une collection remarquable, non seulement de maîtres anciens dont quelques mots sont indiqués ici, mais également de peintres de la fin du 19e et des peintres remarquables. Et toutes ces collections seront malheureusement dispersées en 2006 à son décès chez Christine. Et pour conclure, je dirais que René Cusse a été un pionnier, un chef d'école en urologie et un esthète. Je vous remercie. Je vous remercie également de votre patience pour cette longue séance et vous allez être récompensé puisqu'en retournant au pavillon Clevelier de l'Académie nationale de chirurgie vous attend à la fois un cocktail, une exposition des livres anciens dont Denis Pédrin a parlé et nous avons des trésors et quelques instruments, quelques affiches anciennes des années aux alentours de 1913. Merci.